Bonjour et bienvenue à tous. Dans un contexte mondial, continental et régional de lutte contre le terrorisme, l'UNESCO, l'UNCCT, le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, se sont penchés sur cette question, et ce dans le cadre d'une étude au sein de la Commission des sciences humaines et sociales de l'ONU, un projet intitulé « Prévention de l'extrémisme violent par l'autonomisation des jeunes », et ce en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Tunisie. La Commission donc, pour les sciences humaines et sociales des Nations Unies part du principe que toute solution durable doit prévenir de l'extrémisme violent chez les jeunes. Comment? Élément de réponse en compagnie du spécialiste du programme Sciences sociales et humaines au bureau multipays de l'UNESCO pour le Maghreb, Pini Chatalansi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors tout d'abord, c'est un grand projet qui a été donc mené par cette commission, dont avec bien sûr la contribution de l'UNESCO et de l'UNCCT. Quels sont les objectifs? Il y a bien sûr la prévention. Quels sont les autres objectifs de ce projet? Ce projet, effectivement, est un projet qui vise à aborder la question de l'extrémisme violent, non pas dans une approche sécuritaire, mais dans une approche de prévention à travers l'éducation, les arts et la culture. Parce que nous estimons qu'il est extrêmement important, en tant que UNESCO, qui est une organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture, d'utiliser ce levier extrêmement puissant que représente l'éducation, les sciences et la culture, pour essayer de signifier que la violence, et notamment l'extrémisme violent, est un phénomène d'abord qui part de l'ignorance fondamentale des cultures, de la diversité culturelle et qui part également d'une manipulation idéologique de certaines tendances. Et donc nous avons le besoin aujourd'hui de renforcer ce qu'on appellerait l'immunité intellectuelle des citoyens, des jeunes notamment, pour résister au discours de haine et du discours d'embrigadement pour des fins violentes. C'est donc un projet, si vous voulez, qui essaie de symboliquement réaffirmer que l'extrémisme violent n'est pas une question sécuritaire, mais c'est fondamentalement une question de développement et d'autonomisation des consciences et des individus. Alors, quand on parle d'autonomisation des consciences, comme vous dites, et des individus, vous avez pris l'exemple de plusieurs pays. Il y a la Jordanie, je rappelle, la Libye, le Maroc et la Tunisie. Qu'est-ce qui a fait ce choix, justement? Pourquoi ces pays-là et pas d'autres de cette région qui est, rappelons-le, et tout le monde le sait, face à cette menace terroriste? Alors ça, c'est une excellente question et ça me permet de resituer un peu le débat au niveau mondial beaucoup plus large et en remontant notamment à une résolution historique prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015 où le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution très importante qui s'appelle « Jeunesse, paix et sécurité ». Qu'est-ce que dit cette résolution? Elle dit que la construction de la paix et la prévention contre l'extrémisme et le terrorisme passe d'abord par la jeunesse, notamment comme acteur de construction de la paix. Cette résolution, je le précise, concerne le monde entier. Ça ne vise pas des régions particulières. Et lorsque nous avons formulé ce projet spécifique à ces 4 pays, nous l'avons fait dans une perspective de ciblage compte tenu des conjonctures spécifiques. Et notamment en Tunisie, par exemple, la Tunisie a été victime de 2 ou 3 attaques terroristes graves. Et la Tunisie est également un pays, malheureusement, affecté par un phénomène de radicalisation des jeunes, puisqu'il y a eu plus de 3000 ressortissants tunisiens qui sont partis sur le front de guerre syro-irakien. Et donc nous avons ciblé ces pays pour accompagner les États et également les acteurs de la société civile à prendre des mesures adaptées à la mesure de l'ampleur du phénomène. Le Maroc connaît aussi le phénomène à une moindre mesure puisque les autorités, le ministère de l'Intérieur estime que nous souhaitions entre 1300 et 1500 individus qui sont partis au combat. Alors, c'est intéressant que vous souleviez la question marocaine et l'exemple du Maroc.
justement, quel regard, vous, en tant qu'UNESCO, vous portez sur la politique marocaine de prévention? Je ne parle pas de ces 1000 combattants marocains qui ont rejoint les rangs de Daesh, qui n'a finalement plus de fiefs, puisque ces 2 fiefs irakiens et syriens sont tombés. Quel regard portez-vous sur la prévention marocaine de l'extrémisme chez cette jeunesse marocaine? Alors le Maroc, comme nous l'avons pu remarquer dans plusieurs instances internationales depuis les récentes années, les efforts du Maroc sont salués en termes de prévention et cela s'adosse sur 3 piliers essentiels, qui est tout d'abord le pilier sécuritaire. Et je réaffirme ici qu'il est important, certes, d'avoir un arsenal sécuritaire musclé pour essayer de protéger les citoyens face à un phénomène tel que celui-là. Donc le Maroc a un arsenal sécuritaire efficace. Le deuxième pilier très important également, c'est le pilier religieux. Et le Maroc, nous le savons, est sollicité par divers pays, notamment en Afrique, mais aussi maintenant en Europe, pour la formation notamment des imams. Et enfin, le troisième pilier, non moindre, d'une importance également très significative, c'est le volet social. Et nous avons au Maroc l'initiative nationale de développement humain depuis plus de dizaines d'années maintenant, qui, sur le long terme, contribue à lutter contre toute forme de violence et d'endoctrinement. Mais je dirais qu'il y a un aspect, un quatrième pilier, je dirais, qui est extrêmement important aujourd'hui, et sur lequel l'UNESCO accompagne les États dans différents pays, c'est, je reviens encore une fois, le pilier éducatif, culturel et scientifique. Et nous savons aujourd'hui que ces piliers-là, sur le long terme, sont des piliers absolument incontournables si nous voulons vraiment équiper intellectuellement et moralement les jeunes et les citoyens pour résister à des discours parfois extrêmement simplistes et mortifères de la... Mais qui marchent finalement, hein, des discours extrêmement simplistes efficaces, et qui sont efficaces malheureusement. Puisque vous parlez de ce pilier-là, je souhaiterais savoir, est-ce que d'abord les conclusions de cette étude et quelles sont vos recommandations pour ces pays peut-être à implémenter dans leur stratégie, notamment éducationnelle, afin de soit rapatrier des jeunes égarés, ou plutôt pour ne pas tomber dans des erreurs du passé? Oui, alors tout d'abord, les conclusions peut-être de cette étude qui s'appelle de manière très significative « Les absents de la paix », pour signifier que les jeunes, malheureusement, jusqu'à maintenant, n'ont pas été considérés comme des acteurs à part entière dans la construction de la paix. Et donc ce rapport, qui a été remis par le secrétaire général des Nations Unies à l'Assemblée générale des Nations Unies, peut-être retenir 4 éléments essentiels. Le premier élément, c'est que le rapport souligne qu'il y a une sorte de défiance des jeunes vis-à-vis des institutions. Et ça, de par le monde. C'est vrai. Les institutions sont vues par les jeunes comme non efficaces et parfois même extrêmement corrompues et qui ne sont pas à même de répondre aux besoins élémentaires de la population. Mais ces institutions, finalement, qu'est-ce qui fait qu'elles ont cette image chez les jeunes et chez les moins jeunes, d'ailleurs? Je pense que c'est une question beaucoup plus large, effectivement, de la culture politique qui doit être beaucoup plus inclusive et beaucoup plus participative, où les institutions doivent donner accès aux citoyens, notamment les jeunes, d'avoir des mécanismes et des instances de participation. Et je crois que ça, c'est un élément absolument fondamental. L'autre élément également très important, c'est que les jeunes disent que les médias, et c'est intéressant, véhiculent des images stéréotypées des jeunes délinquants, des jeunes violents, des jeunes aussi migrants qui contribuent à la violence dans les pays hôtes. Ce sont des images sur lesquelles les jeunes, à travers une enquête mondiale qui a concerné plus de 4000 jeunes, eh bien, les jeunes se plaignent de cette image stéréotypée. Le troisième élément important peut-être à souligner dans cette étude-là, c'est qu'il y a une forte mobilisation de par le monde de jeunes à travers des milieux associatifs qui contribuent à combattre, à prévenir la violence et qui sont également dans les processus de reconstruction après les conflits. Troisièmement, les jeunes ont beaucoup insisté sur le lien vraiment consubstantiel entre la sécurité
la paix, le développement et les droits humains. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important à l'heure actuelle où les États ont tendance, au nom de la lutte contre le terrorisme, à amoindrir la culture des droits humains et la protection des droits humains, ce qui est fondamentalement une erreur, évidemment, sur le long terme. Pinit Chantalancy, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info, bien sûr, continue sur votre chaîne Médien TV Afrique. Très bonne suite des programmes.